La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe RDP pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous nous retrouvons pour étudier en deuxième lecture ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Comme je l'avais dit en première lecture, même si l'ONDAM à 2,7 équilibré entre soins hospitaliers et soins de ville est très positif, ce projet de loi ne lance pas suffisamment de réformes structurelles, pourtant jugées indispensables depuis longtemps. La Cour des comptes, dans ses 12 recommandations, s'inquiète d'ailleurs de cette lenteur réformatrice. Vous prenez des mesures traditionnelles d'ajustement qui ont leurs limites. Nous, radicaux de gauche, souhaitons de vraies réformes qui sauvent à terme notre système de protection sociale. Vous proposez une politique d'économie sur le médicament qui aura des conséquences graves, pénalisera fortement deux secteurs. Le tissu des officines en France d'une part, alors que nous avons encore un maillage de qualité sur l'ensemble du territoire, et l'industrie pharmaceutique française d'autre part. Depuis de trop nombreuses années, rien n'a été fait, hormis le crédit d'impôt recherche qui doit être renforcé, à la différence de nombreux pays, pour la mise en place d'une véritable politique exportatrice dans ce domaine. Si l'on continue dans cette voie, cette industrie française qui est encore exportatrice s'affaiblira rapidement, avec pour conséquence la perte des brevets nationaux, ce qui nous rendra dépendants des pays étrangers pour les nouvelles thérapeutiques, nous coûtera très cher dans les prochaines années, avec le risque de nombreux licenciements qui ont d'ailleurs commencé et la fin des centres de recherche nationaux au profit des start-up étrangères. Il y a en revanche dans ce PLFSS des points positifs que nous approuvons. Priorité donnée à l'hôpital public et fin de la convergence tarifaire public-privé, pas de déremboursement de médicaments, modification du calcul des recettes sociales sur tous les revenus, recrutement de 200 praticiens locaux de médecine générale, expérimentation d'un parcours de soins pour les personnes âgées, indemnisation de l'IVG, contraception des mineurs, amendement sur les boissons énergisantes, suppression de l'article 50, facteur de risque sanitaire et destructeur pour le réseau des pharmaciens en zone fragile. Mais aujourd'hui, les enjeux de la réforme de notre système de santé sont multiples. Ils vont bien au-delà de mesures d'ajustement. Ils résident avant tout dans la sauvegarde de ces systèmes de protection sociale que tout le monde nous envie et dans l'amélioration de l'offre de soins proposée à nos concitoyens. Et dans ce domaine, le mal-être est grand, à commencer par celui des professionnels de santé eux-mêmes. L'actualité récente a mis en lumière les inquiétudes des internes en médecine quant à leurs conditions de travail et à leurs perspectives d'avenir. Le contexte démographique actuel impose des réformes de grande ampleur. La formation des médecins généralistes de demain en est incontestablement l'un des éléments majeurs. Il faut des études plus professionnalisantes, la qualité et la cohérence de la formation initiale étant un fondement de l'attractivité et de l'efficacité de la discipline. La formation de maîtres de stage, la revalorisation de leur statut constitue un élément essentiel à la formation médicale et donc à la formation aux soins, afin que les internes préparent au plus tôt leur projet professionnel et que leur installation se fasse le plus précocement possible et soit la plus réussie. La mise en place de stages de médecine générale dans les zones considérées comme sous-denses afin de faire découvrir ces territoires aux futurs médecins, et ce, dès le deuxième cycle, est aussi essentielle. Il s'agit également de développer aide au logement, au transport pour les étudiants, de favoriser le développement des maisons et pôles de santé universitaires, de soutenir la filière universitaire de médecine générale qui doit être définitivement intégrée à la section 53 du Conseil national des universités et de développer la coopération interprofessionnelle précocement dès le début de la formation. Aujourd'hui, les internes, dans leur grande majorité, ne connaissent pas les aides à l'installation, n'ont aucune visibilité de carrière, sont dans l'incertitude sur leur avenir alors qu'ils ont passé 2 concours sélectifs en 6 ans, qu'ils ont suivi 4 à 5 ans d'internat. Il faut les encourager et les rassurer. Vous avez commencé, Madame la Ministre, en rappelant que vous étiez favorable à l'incitation et non à la coercition. C'est un premier pas, mais la route est encore longue. Un travail énorme doit être mené en direction de la médecine de premier recours, et ce, sans attendre, quand on connaît l'inertie et le temps nécessaire pour ressentir les premiers effets des grandes réformes de santé. Si rien n'est fait, entre 2007 et 2017, les effectifs en médecine générale auront diminué de 8,4%. De la même manière, le mode d'exercice libéral n'est pas épargné par cette hémorragie. Entre 2007 et 2017, le taux de médecins généralistes exerçant en secteur libéral sera passé de 60,3 à 58,5%. La médecine générale souffre depuis plusieurs années d'un manque d'attractivité susceptible de remettre en cause l'accessibilité aux soins de premier recours en tout point du territoire.
Il est du devoir des pouvoirs publics d'intervenir pour stopper ce processus. Car ce constat démographique concernant la médecine générale s'applique également à l'ensemble de la profession et à toutes les spécialités médicales et chirurgicales. L'intérêt pour l'exercice libéral doit passer par l'amélioration des conditions d'exercice et une offre plus diversifiée des structures d'exercice, cabinets individuels, maisons médicales, pôles de santé. Mais dans l'immédiat, une mesure simple et efficace pourrait être prise, Madame la Ministre, une mesure que je défends depuis plusieurs années dans le cadre du PLFSS. C'est le cumul emploi-retraite qui permettrait de répondre au défi de la pénurie médicale. Il y a aujourd'hui 10 578 médecins retraités inscrits à l'ordre et âgés de 65 à 70 ans et sans activité. S'il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable car beaucoup de médecins sont rebutés par le paiement de cotisations, n'ouvrant pas droit à prestations. Il faudrait donc exonérer de cotisations d'assurance vieillesse les médecins qui exercent leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite et dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins. Là est tout l'objet d'un amendement que j'ai déposé et que je vous demande de soutenir, mes chers collègues. Aujourd'hui, chaque spécialité attend des réformes spécifiques. L'ophtalmologie, par exemple, des mesures simples peuvent là aussi être adoptées pour favoriser l'exercice des praticiens et la prise en charge plus rapide des patients. C'est la mise en place d'un cadre légal pour travailler entre ophtalmologistes libéraux et orthoptistes libéraux. Aujourd'hui, il y a un risque de requalification par l'URSSAF de ce mode de fonctionnement en salariat déguisé, car ce sont les mêmes honoraires et les mêmes patients. La création d'une société exercice libérale, ophtalmologiste-orthoptiste, apparaît très pertinente. Madame la ministre, il est vital et urgent de trouver un cadre légal et sécurisé à ce mode de collaboration, car il est peu probable que la majorité des ophtalmologistes qui sont à 10 ans de la retraite embauchent massivement des orthoptistes et pourtant le travail aidé permettrait d'amortir la diminution de l'offre de soins ophtalmologiques. Les attentes sont immenses aussi en radiologie et aujourd'hui, la seule action structurante proposée par le gouvernement vis-à-vis de cette spécialité concerne une baisse des tarifs des actes d'imagerie sans aucun discernement. Les tarifs doivent tenir compte de l'évolution de l'imagerie et reconnue comme l'innovation médicale majeure pour la prise en charge des patients. Pour bien soigner les malades, il faut savoir piloter des plateaux d'imagerie de plus en plus sophistiqués. Le gouvernement ne doit pas dévaloriser les actes les plus adaptés à la bonne prise en charge des patients. Certains actes, comme ceux de la radiologie interventionnelle, demeurent ainsi largement sous-cotés. Depuis 10 ans, le Conseil professionnel de la radiologie fait des propositions responsables pour l'évolution organisationnelle de la radiologie. Parmi elles, la mise en place de plateaux d'imagerie complets et diversifiés pour assurer la meilleure prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients, de jour comme de nuit. Au lieu de cela, le nombre d'appareils, scanners, IRM demeure depuis 20 ans au niveau le plus bas de tous les pays européens. L'imagerie est la grande absence des schémas organisationnels de prise en charge des urgences ou des patients en cancérologie dans la plupart des SROS. Alors que le nombre de postes vacants de praticiens hospitaliers en radiologie est de plus de 40% et que la démographie radiologique en libéral diminue régulièrement, la spécialité s'est mobilisée pour la mise en place de plateaux d'imagerie mutualisés basés sur un projet médical. Mais la radiologie, Madame la Ministre, a besoin de votre soutien. Elle ne doit pas être assimilée qu'à une source de déficit public et être stigmatisée par des raccourcis simplistes. Certes, l'imagerie coûte cher, mais il faut rappeler combien elle contribue à l'amélioration du service médical rendu et les économies qu'elle génère depuis tant d'années en termes de diagnostic plus précoce et plus précis, de meilleur suivi post-thérapeutique, de développement de thérapies mini-invasives et en conséquence de diminution de la morbidité, des maladies évoluées et du handicap. Et comment ne pas parler de la gynécologie obstétrique où le malaise est grand, Madame la Ministre, et ce n'est pas dans mon département, le Lot, théâtre d'un dramatique accident dans ce domaine il y a quelques semaines qu'on vous dira le contraire et qui a relancé le débat autour des fermetures de maternités. Si nous voulons des praticiens, alors encourageons les jeunes obstétriciens libéraux. Il faut régler enfin le problème du médico-légal et des primes d'assurance en hausse toujours constante, valoriser la pénibilité des pratiques. Et je m'arrêterai là, Madame la Ministre, car le temps imparti est trop court. Mais vous l'avez compris, les enjeux sont énormes. Et l'on peut saluer votre volonté d'y apporter certaines réponses dans le cadre de ce PLFSS, et cela malgré un contexte budgétaire contraint. C'est une démarche que nous saluons, et c'est pourquoi le groupe 2RDP votera ce texte. Mais il est évident que de nombreuses questions restent encore en suspens pour améliorer significativement l'offre de soins proposée à nos concitoyens et les conditions d'exercice de leurs praticiens. Nous savons que vous porterez, Madame la Ministre, en 2013, une grande réforme de santé. Vous pourrez alors compter sur les membres du groupe 2RDP pour prendre toute leur part dans les débats et pour travailler avec votre gouvernement et dans le cadre de cette majorité à apporter des réponses concrètes au défi majeur qui est le nôtre, celui d'un accès à des soins de qualité et de proximité pour tous nos concitoyens. Merci Madame Orliac.